entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis. Quels sont vos sentiments? Tout d'abord, un sentiment de gratitude pour la confiance que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bien voulu placer en ma personne, mais aussi toute l'équipe qui m'a accompagnée et qui a contribué justement aux efforts qui ont culminé aujourd'hui à la signature de cet accord. Mais en même temps, évidemment, en tant que membre du gouvernement, un sentiment d'une responsabilité profonde vu la portée historique de cet accord et la responsabilité qui nous incombe à nous en tant que membres du gouvernement, en tant que représentants de la République démocratique du Congo, de nous assurer que cet accord va se traduire en une paix concrète et tangible pour des millions de nos concitoyens à l'est de la République démocratique du Congo. Cet accord devait être entériné ultérieurement par les chefs d'État des pays signataires. On connaît tout le poids que les États-Unis ont mis dans son aboutissement. Avez-vous obtenu de Washington des garanties que cet accord sera exécuté dans son intégralité par toutes les parties? Alors tout d'abord, il faut souligner que l'accord que nous avons signé aujourd'hui est un accord contraignant pour toutes les parties signataires. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et évidemment, je ne sais pas si certains d'entre vous et des téléspectateurs ont eu l'occasion de suivre aussi la prise de parole du président Donald J. Trump aujourd'hui à la Maison-Blanche, qui lui-même a affirmé à 2 reprises que les États-Unis d'Amérique allaient tout faire pour s'assurer justement que cet accord soit respecté par toutes les parties prenantes. Donc, je pense en effet que nous sommes dans une dynamique extrêmement constructive avec un partenaire qui est aussi déterminé que la République démocratique du Congo de voir cet accord se matérialiser et ce de manière rapide, de manière tangible et de manière durable. Justement, lors de la conférence de presse aujourd'hui au bureau ovale avec le président Trump, j'ai une question sur le désengagement qui a été posée durant cette conférence et c'est par rapport à la position du Rwanda. Pendant la conférence de presse du président Trump, le ministre rwandais des Affaires étrangères a semblé affirmer que le retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo est subordonné à la neutralisation des FDLR, on comprend les forces démocratiques de libération du Rwanda. Même si le président Trump a recadré la réponse du ministre rwandais, que dit l'accord à ce sujet? L'accord est très clair. Quand il s'agit de la question du désengagement des forces, l'accord se réfère au CONOPS, au concept d'opération, qui a 2 volets principaux dont l'exécution doit se faire de manière concomitante. Le premier volet, et ces 2 volets prennent en compte les préoccupations sécuritaires des 2 pays, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Le premier volet, c'est le désengagement des forces, à savoir les forces armées rwandaises qui sont sur le territoire congolais. Et le deuxième volet, la neutralisation des FDLR, donc la préoccupation principale en termes de sécurité du Rwanda. Et l'accord est très clair là-dessus. Il parle justement du CONOPS comme la boussole, si vous voulez, pour ces questions de désengagement des forces et de neutralisation des FDLR. Et le CONOPS est un document extrêmement détaillé. Justement, on doit se faire de manière concomitante. Le premier volet, et ces 2 volets prennent en compte les préoccupations sécuritaires des 2 pays, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Le premier volet, c'est le désengagement des forces, à savoir les forces armées rwandaises qui sont sur le territoire congolais. Et le deuxième volet, la neutralisation des FDLR, donc la préoccupation principale en termes de sécurité du Rwanda. Et l'accord est très clair là-dessus. Il parle justement du CONOPS comme la boussole, si vous voulez, pour ces questions de désengagement des forces et de neutralisation des FDLR. Et le CONOPS est un document extrêmement détaillé, justement, qui explique de manière très minutieuse comment procéder justement à ce désengagement des forces et à cette neutralisation et comment aussi en assurer la concomitance pour que les préoccupations des 2 pays soient prises en compte de manière continue, mais aussi de manière égale. Madame la ministre, beaucoup d'eau a coulé sur le pont avant la conclusion de cet accord. C'est d'ailleurs ici le lieu de féliciter justement l'engagement des États-Unis, mais aussi d'autres partenaires comme médiateurs dans cette crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On pense notamment au Qatar, à l'Angola et au Kenya, pour ne citer que ces pays. Cependant, certaines voix s'élèvent pour dénoncer une paix obtenue au prix du bradage des minerais stratégiques de la République démocratique du Congo au profit des États-Unis. Que répondez-vous à ce genre de propos?
Alors, s'il y avait eu bradage, s'il s'agissait justement de vendre, comme certains le disent, nos ressources au prix de la paix, je pense que nous aurions commencé avec une séquence tout à fait différente. Nous aurions commencé justement à vendre. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous avons signé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de paix dans lequel il n'y a aucune provision sur les questions économiques, sur les questions de minerais stratégiques. Et cet accord est très clair. Il prévoit justement la fondation pour un environnement propice dans lequel on peut aussi envisager un retour, si vous voulez, d'investisseurs, où on peut aussi envisager une économie plus dynamique. Mais nous sommes tous clairs dans notre compréhension du séquençage des choses. Nous ne pouvons pas penser à un contexte économique ou à la signature d'accords économiques sans pour autant tenir compte de la nécessité d'un retour de l'autorité de l'État, sans pour autant tenir compte de la nécessité d'un contrôle rétabli de toute notre intégrité territoriale. Et donc, à ceux qui pensent justement que cette paix a été obtenue justement à travers un bradage de nos ressources, je dis non, ce n'est pas le cas. L'accord se concentre sur la paix, il se concentre sur le rétablissement de l'autorité de l'État. Et il se concentre justement sur la création de conditions propices pour une économie dynamique, chose que nous souhaitons évidemment pour nos compatriotes à l'Est et pour tout le reste de la République démocratique du Congo. Et donc, nous devons voir cela de manière séquentielle. Et la première séquence, pour toute économie qui veut être prospère, c'est d'abord la paix. C'est d'abord l'autorité de l'État. Et c'est ce que cet accord établit et a pour objectif. Après, évidemment, on peut se pencher sur des questions d'investissement, sur des questions économiques qui ont tout à fait leur lieu d'être et qui ont tout à fait leur pertinence, étant donné qu'elles offrent aussi pour nos populations des opportunités d'emploi et des opportunités de participer de manière plus active à l'économie du pays. Excellence, l'opinion nationale congolaise et même internationale a beaucoup spéculé sur les retombées de cet accord. À quoi peut s'attendre véritablement la République démocratique du Congo à court et moyen terme? Alors, encore une fois, moi, je pense que nous venons à peine de signer cet accord il y a quelques heures. Donc, je pense que dans les prochains jours, nous allons aussi tous, surtout le grand public, aura l'occasion de lire l'entièreté de cet accord qui est aussi accessible de manière libre sur différents sites, à commencer par le site du département d'État. Et justement, la lecture va montrer à quel point cet accord pose les jalons importants pour un rétablissement de l'autorité de l'État, pour aussi un rétablissement d'une confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous savons évidemment que nous allons toujours être des voisins, donc cet accord est critique pour aussi voir comment entre voisins, nous pouvons graduellement améliorer nos relations. Nous pouvons prendre en compte les considérations ou les préoccupations sécuritaires des uns et des autres et nous pouvons justement créer des conditions propices à une cohabitation plus pacifique. Alors en termes de retombées, je veux surtout mettre le focus sur le rétablissement de l'autorité de l'État. Je veux mettre le focus sur le départ de troupes étrangères qui n'auraient jamais dû être en République démocratique du Congo. Je veux mettre l'accent sur la question aussi de l'accès humanitaire. Ce que nous vivons à Goma, à Bukavu, à Walikale, à Masisi, à Rutshuru, c'est une situation qui a duré bien trop longtemps. Une insécurité qui a rendu l'accès humanitaire extrêmement difficile, qui a plongé des millions de Congolais dans des situations volatiles, dans des situations d'insécurité alimentaire, de déplacement forcé. Et donc ce sont les retombées très concrètes et très tangibles auxquelles nous nous attendons à travers cet accord qui entre en vigueur dès sa signature, à savoir dès maintenant. Et pour nous, c'est justement la question que nous avons toujours placée au centre de nos négociations. Comment créer à travers cet accord des conditions plus dignes pour nos populations qui ont été et qui continuent à vivre jusqu'à présent dans une situation d'occupation. Et donc pour nous, ce sont les retombées les plus importantes. Le départ de troupes étrangères qui n'avaient rien à chercher en République démocratique du Congo, le retour de l'accès humanitaire, la réouverture des aéroports et aussi évidemment le retour de l'autorité de l'État. Parlons des piliers de cet accord de paix, des engagements des uns et des autres. Quand l'accord parle du respect de l'intégrité territoriale,
de la République démocratique du Congo ou encore d'une intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, il est important de clarifier ces deux concepts afin d'apaiser les Congolais sur les malentendus qui peuvent être mal interprétés. Que devrait-il retenir en gros de ces engagements-là, de ces deux piliers qui font partie de cet accord de paix? Tout à fait. Le respect de l'intégrité territoriale, c'est un des piliers de la coexistence pacifique entre les États. Cela veut dire que nos frontières qui existent et qui sont reconnues internationalement ne peuvent pas être violées pour quelconque raison. Et donc ça, c'est un principe sur lequel nous sommes revenus de manière continue dans tous nos efforts diplomatiques justement pendant les derniers mois, les dernières années, pour démontrer qu'il y avait en effet une violation de notre intégrité territoriale. Le deuxième point, là où il s'agit justement de cette intégration conditionnelle et d'éventuels membres ou ex-membres de groupes armés, il est très important d'entrer dans le détail de l'accord qui parle justement du fait que l'intégration, si intégration il y aura, se fera au cas par cas. Nous avons tiré les leçons du passé. Nous avons appris de nos erreurs, des erreurs dans lesquelles nous avons traité tous les membres ou tous les ex-membres de groupes armés comme un groupe homogène. Or qu'il y a des nuances. Il y a certains qui ont eu des responsabilités, il y a certains qui ont pris des décisions et ces décisions ne peuvent pas être juste oubliées comme si de rien n'était. Encore une fois, nous, en tant que gouvernement congolais, avons un devoir de redevabilité envers notre population. Et nous devons nous assurer justement de ne plus créer des situations dans lesquelles le comportement violent à l'égard de nos concitoyens est récompensé ou est juste effacé comme si de rien n'était. Et c'est pour cela que nous parlons d'une intégration conditionnelle. C'est pour cela que nous parlons d'une analyse au cas par cas, pour nous assurer justement que nous tenons compte de la trajectoire, si vous voulez, des individus, des décisions et des actes qu'ils ont posés ou qu'ils n'ont peut-être pas posés. Et donc que nous donnons à cet effet justement une plus grande chance à la paix et à la stabilité en tenant compte de ces responsabilités individuelles. Plusieurs fois, le Rwanda a justifié ses multiples incursions en République démocratique du Congo sous divers prétextes, en dépit des accords et des cadres de concertation existants. On sait fondamentalement qu'il existe des velléités expansionnistes et des raisons économiques derrière cette guerre imposée à la République démocratique du Congo. Quelles sont les garanties que le président rwandais Paul Kagame va s'y conformer? Et dans la même foulée, je pourrais dire, quelles seraient les sanctions prévues en cas de non-respect de cet accord? Bon, l'accord ne prévoit pas un catalogue, si vous voulez, de sanctions explicites qui dit si tel article n'est pas respecté, voici la conséquence. Mais en même temps, encore une fois, n'oublions pas que nous avons signé cet accord avec ou sous la facilitation des États-Unis d'Amérique. Donc un pays qui quand même a pris la décision de mettre tout le poids de son appareil diplomatique derrière ce processus de paix. Et ça pèse énormément. Ça veut dire que nous avons aussi une garantie justement de savoir que ce facilitateur, mais aussi ce champion de l'accord, sera prêt à le défendre quand il y aura des violations de l'accord. Et pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça nous réconforte justement dans notre détermination de nous assurer que nous allons honorer nos engagements, mais aussi dans notre certitude que ceux qui ne vont pas le faire seront responsabilisés par les États-Unis d'Amérique, déjà en tant que facilitateur du processus, mais aussi à travers les mécanismes qui seront mis en place pour superviser la mise en œuvre de cet accord. Et donc, il y aura une transparence aussi par rapport à la conformité, si vous voulez, des comportements des uns et des autres vis-à-vis de l'accord. Et ce sont les éléments sur lesquels nous concentrons justement quand nous pensons à la mise en œuvre de cet accord. Le poids politique des États-Unis d'Amérique, mais aussi les mécanismes de suivi et d'évaluation qui sont mis en place à travers cet accord, la vérité, pour établir les faits et constater la conformité du comportement des uns et des autres avec ce que l'accord prévoit. Si l'accord de paix jette les bases d'un apaisement politique et sécuritaire, il apparaît qu'il reste silencieux sur la reconnaissance des victimes du conflit et sur les voies de justice et de réparation envisageables. Alors, dans quelle mesure le gouvernement congolais entend-il intégrer cette dimension
que ce soit à travers la justice nationale, les mécanismes régionaux comme la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ou en coopération avec des institutions internationales? Alors, je pense que c'est une question tout à fait pertinente et vous savez, le président de la République a toujours été très clair sur la question de l'impunité, sur la question aussi de la réhabilitation de plusieurs victimes de guerre, y compris justement les plus récentes. Et donc, le gouvernement de la République démocratique du Congo est très conscient du fait que la question de l'impunité, la question des survivants et survivantes doit être aussi au cœur de toute reconstruction, de toute réhabilitation de nos communautés qui ont été meurtries par ces années de conflit. Maintenant, le fait que la question de la justice n'ait pas une position aussi centrale ou aussi visible dans l'accord, on vient de parler de la question justement de l'intégration conditionnelle. Donc je pense que là, il y a un élément de l'impunité déjà ou de la lutte contre l'impunité qui est inclus de manière implicite, mais le fait que cet accord n'en parle pas de manière aussi explicite, encore une fois, ne veut pas dire que c'est une question qui ne peut pas être abordée du tout. Et donc, vous l'avez évoqué par rapport à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous avons aussi eu une percée très importante au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui ont décidé de mettre en place une commission d'enquête indépendante. Donc, on voit que un accord n'existe pas dans un vide. Il existe dans un écosystème, si vous voulez, d'efforts complémentaires qui contribuent à bien asseoir justement la mise en œuvre de cet accord. Et la question de la justice, je pense qu'elle justement accompagne cet accord de manière très importante et de manière aussi très soutenue par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et nous allons continuer à fournir les efforts nécessaires justement pour nous assurer que ces questions de justice, que ces questions de justice transitionnelle aussi, de réparation des victimes, soient prises en compte et fassent partie intégrante justement de nos efforts vers une paix plus durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans la région des Grands Lacs. Excellence, Madame la Ministre. Merci.